Le krach a eu lieu. Paris, Tokyo, Londres, New York, toutes les bourses ont vu leur cours s'effondrer cette semaine. Ce qui se passe actuellement aura un impact dans les prochains mois et les prochaines années. Le coronavirus, c'est l'étincelle, le détonateur d'une panique financière. Mais l'effondrement des cours boursiers était prévu de longue date en fait. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer les causes et surtout les conséquences d'une crise qui ne fait que commencer et qui s'annonce bien pire que celle de 2008. Le krach a eu lieu donc. La bourse pensait avoir touché le fond lundi, mais jeudi, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises a dévissé de 12%. C'est 10,7 milliards d'euros qui se sont envolés en fumée et elles devraient continuer à descendre dans les prochaines semaines. Mais pourquoi en fait ? Les analystes financiers se sont succédés pour expliquer que les contraintes commerciales liées à l'épidémie de coronavirus généraient des inquiétudes et que les mesures que pouvait prendre la Banque Centrale Européenne ne permettaient pas de les rassurer. Ouais, enfin ce qu'on voit sur ce graphique très concrètement, c'est la psychologie de marché on ne peut plus classique. C'est le résultat des choix des ultra-riches, c'est leur réaction face à ce qu'ils ne maîtrisent pas. Des grandes sociétés d'investissement, des grandes banques, des entreprises et des milliardaires ont passé l'ordre à des traders de vendre les actions et les titres de dette privée, c'est-à-dire les obligations, qu'ils possèdent afin d'empocher les 15-20% de hausse qu'ils ont enregistrés ces dernières années. Ils appellent cela prendre leurs bénéfices. Alors, leur objectif, c'est de vendre avant les autres. Et tant pis si ça provoque un effet domino et une crise généralisée, ils le savent que c'est un risque, mais ils pensent qu'ils vont s'en sortir mieux que les autres. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour la majorité d'entre eux entre 2007 et 2009. Que ce soit clair, le problème, c'est pas des milliards perdus par des riches boursicoteurs, c'est les conséquences humaines qui vont arriver très rapidement. Des tonnes de gens vont souffrir durement et pendant longtemps de ce qui vient de se passer. Et si les ultra-riches vont s'en tirer pas trop mal, c'est uniquement si nous, les gens qui n'ont rien à voir avec la finance, acceptons qu'ils nous la mettent à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont prévu ? L'Express nous prédit dans sa une récession pire qu'en 2008. Et j'étais frappé de voir sous les commentaires sous ma dernière vidéo économique qu'un paquet de gens considéraient que la crise de 2008 n'avait eu aucune conséquence sur leur vie. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement ? La crise de 2008, c'est des millions de personnes qui ont perdu leur emploi parce que leur entreprise a fait faillite et d'autres millions de personnes qui n'ont pas pu payer les intérêts de leurs prêts immobiliers et qui ont dû du coup perdre leur maison. En France, c'est 40% de l'augmentation du chômage. C'est 800 000 personnes qui n'ont plus de boulot. C'est la dette publique qui explose et qui justifie des politiques d'austérité qu'on a subies imposées par l'Europe et qui ont amené la casse du service public. Il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour l'école. Et la Grèce est super révélatrice de ces États qui se sont pété la gueule sur cette crise et se sont jamais relevés. Et cet État, ça pourrait être nous maintenant en fait. La Grèce, c'est 40% de leurs revenus qui sont partis pendant la crise, c'est 25% de chômage, c'est le taux de suicide qui a doublé dans sa population, quoi. Alors déjà, on est d'accord, c'est pas cool. Mais comment cette récession qui s'annonce sera encore pire ? Dans ma vidéo Le krach boursier qui vient, j'expliquais que l'atmosphère financière était saturée de matières inflammables et qu'une étincelle pouvait y foutre le feu. Alors je me suis planté sur l'étincelle, je pensais que ça viendrait des bulles spéculatives qui sont énormes actuellement. Comme en 2008 en fait. Mais en 2008, on avait un choc endogène, c'est-à-dire que la cause était interne à la finance. Il y avait une bulle spéculative immobilière, elle explosait et elle emmenait des banques et des assurances qui avaient mal géré le coup en faillite. La recette pour en sortir était relativement simple et les banques centrales étaient à la manœuvre, ça va être important. Baisser les taux d'intérêt, inonder le marché de liquidités et sauver les banques, les nationaliser temporairement. Grâce à ça, dès 2009, les marchés financiers étaient déjà sortis de la récession, mais pas les gens. Les gens, ils en ont chié vachement plus longtemps. Aujourd'hui, en 2020, l'arsenal de politique monétaire ne peut pas fonctionner en fait. Les banques centrales, par exemple, elles ne peuvent pas baisser davantage leur taux d'intérêt. Ils sont déjà négatifs. Ensuite, ce qui avait permis au marché de repartir, c'était la Chine, avec un taux de croissance de 7 à 9% et un plan de relance pharaonique. Mais tout ça, c'est fini. Maintenant, la Chine, c'est un taux de croissance de 4%. Xi Jinping, il n'arrête pas de critiquer le plan de relance parce que ça a fait exploser la dette. Donc bref, il n'y a plus la locomotive, quoi. Elle est moins enthousiaste, comment dire. Elle ne va pas créer l'effet de rebond, quoi, qu'ils espèrent. Troisièmement, les grandes puissances ont décidé que c'était le bon moment pour se livrer à une joyeuse guerre économique sur fond de pandémie et d'économie totalement arrêtée. Lundi, c'était une baisse de 18% des cours du pétrole. C'est la plus grande dégringolade depuis la guerre du Golfe, c'est du jamais vu.
Pourquoi est-ce que ça a lieu? Parce que la Russie a décidé d'ouvrir les vannes à blinde son pétrole pour faire baisser le coût du pétrole jusqu'à, là c'est 33 $, ce qui n'est pas du tout rentable pour l'économie américaine, dont surtout le pétrole de schiste qui lui n'est rentable qu'à 45 $ le baril. Donc ils espèrent comme ça dégommer l'industrie fossile américaine. Tout ça n'est pas fait vraiment pour calmer le jeu, quoi. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Bref, j'avais expliqué tout ça en direct sur Instagram, donc si t'es pas encore abonné, vas-y. Mais surtout, c'est la situation financière globale qui est bien pire, et elle tient en 2 mots. L'endettement total. L'endettement privé et l'endettement public, c'est 280% du PIB. Alors, tout va bien tant que les gens payent les intérêts de leurs dettes. Là où ça coince, c'est quand ces gens arrêtent de le faire, lorsque l'économie ne ronronne plus, et là, elle ronronne plus du tout, l'économie. It's dead! Du coup, les marchés viennent toquer à la porte de l'État et viennent demander de la créativité budgétaire. Ben oui, parce que celle financière, elle est plus possible. Ah. Les gouvernements pourraient comme ça débloquer d'immenses budgets pour, en gros, nationaliser temporairement des entreprises qui feraient faillite. Ça pourrait être le cas, par exemple, pour Air France. Alors, en 2008, les États avaient fait ça pour les banques. Là, il s'agit de faire ça pour des industriels, les mêmes qui ont enregistré des dividendes records l'année dernière, mais n'auraient pas mis de côté de quoi faire face à des chocs. Non mais sérieux, on privatise les bénéfices et on socialise les pertes. Là, on est en plein dedans. La France en sortira évidemment affaiblie avec beaucoup plus de dettes et énormément de chômeurs. Des entreprises vont faire faillite, ça c'est certain, c'est déjà en cours. Quand on voit la vitesse avec laquelle ils ont demandé des aides de chômage partiel et la vitesse avec laquelle le gouvernement a accepté de les donner, on comprend la gravité de la situation qu'on est en train de vivre. Depuis le début de cette vidéo, on n'a même pas parlé des foyers possibles de crise systémique, qui sont donc de 4. La reprise des crédits subprime, la dette des étudiants américains, les actifs pourris qui sont détenus par la Deutsche Bank et les banques italiennes et la bulle immobilière chinoise. Je vous mets un lien en dessous dans la description pour en savoir plus si vous le voulez. La principale digue contre une crise systémique mise en place par les autorités européennes, c'est un fonds de résolution qui va atteindre la somme de 55 milliards d'euros en 2023. Ce qui est ridicule, le bilan de BNP Paribas c'est 2000 milliards. Alors pourquoi si peu et pourquoi si tard ? Gaël Giraud nous explique que ce gobelet d'eau tiède tout juste bon à éteindre les cendres après l'incendie est aussi petit parce qu'il est alimenté par les banques et qu'elles ont bien compris, surtout depuis 2008, que s'il y avait une nouvelle crise, le contribuable européen serait mis à contribution et qu'elle n'aurait rien à débourser. Un crime organisé. Alors me direz-vous, pourquoi s'inquiéter d'une récession en 2020 si ça repart en 2021 ? Les analystes financiers sont très contents de nous dire que à un moment, ça va s'inverser. Ils l'ont vécu, eux, en 2009. Mais ils oublient de mentionner tous les cadavres que ça laisse sur leur passage. En plus, ils s'imaginent pouvoir rattraper la crise par des bons résultats, effectivement, en 2021 ou encore plus tard. Mais je veux dire, ça c'est une logique boursière, c'est pas ancré sur l'économie réelle. Les restaurants, là, où personne va manger chez eux, est-ce que c'est réaliste d'imaginer qu'on va aller manger 3 fois plus chez eux cet été qu'en temps normal ? Est-ce que vous allez prendre 4 mois de vacances en automne pour rattraper celles que vous n'avez pas pris ? Non, en fait. Les pertes en économie réelle, elles sont définitives, il n'y a pas de rattrapage. Et c'est des entreprises qui vont faire faillite. Donner un chiffre de l'impact économique de tout ce qui est en train de se passer actuellement est juste absurde. Enfin, c'est impossible, il y a trop de variables. Mais on peut facilement imaginer les conséquences. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de quoi se réjouir d'un crack tant que l'on ne s'en sert pas pour changer le système. Or, ni les politiques, ni les banques, ni les multinationales ne pousseront pour un changement. Comme en 2008, les gens vont perdre leur emploi, ils vont en vouloir à la terre entière, l'extrême droite montera, les dettes des États vont devenir complètement abyssales et ils utiliseront ce prétexte pour casser le modèle social. Dans une prochaine vidéo, on cherchera les moyens de contre-attaquer, mais on n'a évidemment pas toutes les réponses actuellement. Alors j'appelle les associations, les collectifs, les syndicats même à s'emparer de cette question, à se parler et s'organiser pour éviter le pire et peut-être saisir l'occasion de construire le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous en avez les moyens, vous pouvez soutenir notre taf sur Tipeee, même 5 €, une pinte par mois. Ça nous aide, c'est ce qui nous permet de traiter en toute indépendance des sujets aussi complexes en aussi peu de temps. Et je vous souhaite une bonne semaine.